Mesdames et messieurs, nous revoilà au rendez-vous de culture et développement pour parler aujourd'hui des réalités des associations et toutes les formes d'institutions communautaires qui interviennent régulièrement pour le bien-être des citoyens. Pour ce numéro, nous recevons Claude Fischer-Herzog. Elle est présidente de Confrontation Europe, directrice des ASCPE, les entretiens européens et euro-africains. Mais pendant qu'on est sur le plateau ici, on va parler de Europe et Afrique. Europe et Afrique. Europe et Afrique. Claude connaît très bien l'univers des associations, aussi bien en Occident qu'en Afrique, pour analyser avec nous et faire des approches, des stratégies pour faire de ces associations des véritables outils de développement. D'où notre thème du jour, quel type d'association pour le développement des pays africains. Bonsoir Claude. Bonsoir. Et merci pour ta présence à ce numéro. Qui est Claude Fischer-Herzog? Alors Claude Fischer-Herzog, c'est une militante effectivement de la transformation sociale. J'y consacre ma vie, si j'ose dire, et depuis que je suis jeune, j'ai toujours eu envie de participer à la définition des politiques pour contribuer et m'engager à la transformation de nos sociétés qui appelle beaucoup de solidarité, beaucoup plus de solidarité pour permettre à toutes les couches de la population d'accéder au développement, mais aussi, on y reviendra certainement plus tard, parce qu'en Afrique, le problème est posé avec la démographie, à l'éducation, à la connaissance, à l'échange, et pourquoi pas, si nous pouvions, entre les régions et les pays du monde, à la fraternité. D'où est venu vraiment ce sentiment de se battre pour ces causes? Et je n'ai pas encore fini. Et d'où est venu ton attachement à l'Afrique pour qu'elle te coûte tant d'énergie? On le constate. Alors, j'ai toujours eu envie de participer. Voilà, je ne veux pas déléguer mon pouvoir ni aux hommes politiques, ni à qui que ce soit d'ailleurs. Je ne veux pas non plus représenter les autres. Je veux être un citoyen à part entière, comme on dirait, ou un acteur. Je préfère ce terme d'ailleurs. Tu ne veux pas être témoin? Non, je ne veux pas être témoin, je ne veux pas non plus déléguer, donner mon pouvoir et puis manifester quand ça ne va pas, dire que je ne suis pas contente et puis voilà. Et après vaquer à mes affaires privées. Donc je veux m'engager, je suis engagée et je me suis engagée d'ailleurs très tôt en politique. J'étais en France membre du Parti communiste français il y a longtemps. PCF. Voilà, j'ai assumé des responsabilités importantes en Lorraine d'ailleurs, avant de le quitter pour créer Confrontation Europe, qui est un réseau, un mouvement civique qui rassemble des acteurs de la société qui sont différents, qui viennent d'horizons divers, qui ont des sensibilités différentes, qui viennent de plusieurs pays d'Europe. Et ensemble, nous avions envie d'analyser la réalité de la situation, le monde, et puis essayer de faire des propositions pour qu'il change. Et l'Europe et l'Afrique. Et l'Afrique dans tout ça. Alors l'Afrique, c'est un grand continent où l'Europe a été très présente, en particulier la France. Je ne la connaissais pas bien jusqu'au jour où j'ai eu des petits-enfants burkinabés et je m'y suis intéressée de très près et j'ai découvert d'abord un pays très attachant, le Burkina Faso, qui évolue dans une région francophone qui paradoxalement a pris déjà du retard par rapport à l'Afrique anglophone. Je me suis interrogée pourquoi l'Europe, en plus, perdait des parts de marché en Afrique au moment même où l'Afrique était en train de se développer. Donc, je me suis dit, comment se fait-il? Il faudrait peut-être repenser nos relations entre l'Europe et l'Afrique. Et femme engagée que je suis, j'ai créé un groupe de travail pour réfléchir et d'abord connaître un peu la situation, examiner un peu les raisons de du terrain que nous laissions l'Europe par rapport aux autres régions du monde qui arrivaient, elles, massivement en Afrique, comme la Chine, par exemple. Et j'ai découvert les Africains. Et là, je me régale. Depuis quelques années, nous travaillons ensemble, aussi bien avec des économistes que des chefs d'entreprise, que des gens d'associations ou des directeurs d'école, parce que ça, c'est très important ici, évidemment, pour essayer de penser ensemble nos nouvelles relations. Ok. Et tu serais épouse de M. Philippe Herzog.
Tu le confirmes? Je ne serai pas, je suis. Ok, merci. Et Philippe Hergog, ce grand monsieur du monde de l'économie et du communisme en France, est-ce qu'il t'aurait influencé dans cette théorie et ces pratiques? Alors évidemment, ça fait 30 ans que nous vivons et militons ensemble, même 30 plus. ans. Même plus. Qui est Dominique Philippe Hergog? Philippe Herzog est un économiste de la prospective, c'est-à-dire qu'il aime anticiper. Il aime prévoir, faire des propositions. C'est ce que j'aime aussi en politique. Je n'aime pas faire que de la contestation. Je trouve ça insupportable. Donc, il m'a tout de suite plu quand je l'ai connu, mais je l'ai connu un peu plus tard. J'avais déjà adhéré au Parti communiste français en Lorraine avant et j'avais découvert là l'entreprise, notamment... Lui, il est venu en 1972. 65. À 65, je pense. Et moi en 72. 70, exactement. Mais j'ai découvert l'entreprise et notamment les ouvriers de la sidérurgie qui en Lorraine sont des ouvriers qui viennent de plusieurs pays d'Europe. Donc déjà, l'Europe était très présente dans mon parcours avec les ouvriers italiens, les ouvriers polonais, les ouvriers yougoslaves. Philippe est lui-même fils de Croate, entre parenthèses. Et j'ai rencontré bien sûr ce grand dirigeant communiste, économiste, qui était membre du bureau politique, qui avait travaillé sur le programme commun de la gauche, etc. Et bien sûr, il m'a influencé. D'ailleurs, j'en suis tombée amoureuse, tout simplement. Et je crois inversement, nous nous sommes mariés et nous avons, quand le Parti communiste était incapable de se réformer, quitté ce parti pour créer Confrontation Europe. Entre-temps et avant, il y a eu quand même une période très importante pour nous deux de la découverte de l'Europe, puisqu'il a tiré la liste du Parti communiste aux européennes de 89. J'étais sur cette liste représentant la Lorraine et nous avons pu nous déployer, si j'ose dire, dans une nouvelle action avec les autres Européens pour penser la transformation à cette échelle. Et nous pensions que l'Europe était une chance pour la réforme de la France. Bon, c'est plus compliqué que ça. On s'aperçoit que l'Europe est en difficulté et que les États n'aiment pas beaucoup les réformes et encore moins la France. Oui, mais tu m'excuses. Oui. Que justifie ce paradoxe du fait que les communistes, comme le grand Philippe Hergog, soient encore un accro de l'économie? Si on pense que l'économie promeut le capitalisme. Alors d'abord, l'économie ne promeut pas le capitalisme. L'économie, ça peut promouvoir le capitalisme, ça peut promouvoir le socialisme, ça peut promouvoir, je l'espère, un autre type de modèle économique, plus mixte, où le public et le privé deviennent des partenaires. C'est un peu le combat qu'on mène aujourd'hui. L'économie, il ne faut pas le laisser aux hommes politiques ni aux économistes. Il faut surtout permettre une appropriation sociétale de l'économie. C'est ça que j'aimais d'ailleurs au Parti communiste, qui, contradictoirement à ce qu'on peut penser, faisait de l'économie. Il en fait moins aujourd'hui. Il fait plus de social, mais du coup, sans économie, le social, ça ne marche pas. Donc, non seulement il faisait de l'économie, ce parti, mais il était dans l'industrie. Il était implanté dans les entreprises. C'est comme ça que j'ai découvert l'entreprise, l'industrie, les services et l'économie. Or, aujourd'hui, trop peu de monde font de l'économie. On a crié à l'horreur économique en France au lieu de s'approprier les enjeux économiques et de repenser une économie plus solidaire, plus compétitive et solidaire. Il faut les deux en même temps. Il faut de la compétitivité et il faut de la solidarité. Et plus nous serons compétitifs et plus nous serons, nous créerons de la croissance, plus nous pourrons avoir de la solidarité, du social, comme on dit, et de l'emploi, qui est quand même important. Oui, aujourd'hui c'est le 14 juillet, qui est une date très mémorable pour une Française que tu es. Et pendant que l'on parle de l'Europe, et comment penses-tu que la France va fêter le 14 juillet aujourd'hui par rapport au Brexit qui est une actualité dominante? Alors, je crois que la France ne fête le 14 juillet de façon très franco-française. C'est un peu son gros défaut, si j'ose dire. La France n'est pas assez ouverte aux autres. Elle a été un des moteurs de l'Europe. Elle a une partie Elle a été un des moteurs de l'Europe avec l'Allemagne, mais ça fait longtemps que la France manque d'influence en France. Les Français ne m'en voudront pas de dire ces choses-là. Nous nous sommes affaiblis en Europe et l'État français n'est pas aussi puissant. D'ailleurs, même s'il était vertueux, il n'aurait plus la force de diriger seul une société comme la France ou
un espace comme est celui de l'Europe. Il faut mutualiser nos forces, il faut s'unir à l'échelle de l'Europe et il faut penser l'espace européen de façon solidaire. Or, le drame de l'Europe, c'est que les États défendent des prérogatives nationales, des territoires nationaux. Ils ont été formatés d'ailleurs pour cela et ils ont du mal à penser l'intérêt communautaire ou l'intérêt européen, l'intérêt général européen. Aujourd'hui, le Brexit a été malheureusement voté par une majorité d'Anglais. C'est pas fini parce que il y a une autre majorité d'Anglais, même tout petit écart avec la grande majorité qui redemande d'ailleurs un débat des élections. Ça ne se fera sans doute pas, mais du coup, on est obligé de repenser différemment nos relations avec la Grande-Bretagne ou le Royaume-Uni, qui est un très grand pays européen, évidemment, qui a apporté beaucoup à l'Europe. C'est sûr que souvent, les Anglais voulaient le beurre et l'argent du beurre. On a eu du mal. Ils veulent le beurre et l'argent du beurre. L'argent du beurre, c'est vrai. Mais en même temps, ils nous ont apporté beaucoup. Et il y a beaucoup de coopération possible avec eux, ne serait-ce que la sécurité de l'Europe. On pourrait très bien aller vers un État associé entre les pays d'Europe et la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni. C'est une proposition de Philippe Herzog, d'ailleurs, dans son dernier livre. Ce serait une force considérable. Et sur d'autres sujets, comme l'énergie, par exemple, et l'énergie nucléaire en particulier, nous pourrions avoir une coopération renforcée. Dans la défense ou dans d'autres secteurs industriels, l'automobile ou d'autres, nous devons pouvoir nouer des coopérations. L'Angleterre, d'ailleurs, enfin le Royaume-Uni, exporte 70% de son économie en Europe, donc elle a besoin de l'Europe. L'Europe a besoin de l'Angleterre. Donc comment on va faire aujourd'hui, alors que nos institutions ont été incapables, il faut le dire, c'est pas seulement l'Angleterre, c'est toutes les institutions. Nous sommes responsables du départ des Anglais. Comment on va faire aujourd'hui pour réunifier, réconcilier le continent, qui ne l'est pas encore complètement, puisque au-delà des Anglais, nous avons élargi notre Europe aux pays de l'Est, mais il reste encore des pays à l'extérieur, comme les pays des Balkans, pour ne citer que ceux-là. Merci Claude. C'était la première partie de notre émission qui est titrée Merci. Mieux vous découvrir. Repartons maintenant avec notre partie thématique et je répète que le thème d'aujourd'hui c'est quel type d'association pour le développement du continent africain, et Claude Fischer-Herzog est là pour nous aider à analyser l'univers de nos associations africaines et faire des approches par rapport vraiment à une amélioration de la situation. Tout de suite, Claude, les pays africains sont très riches en industrie associative et culturelle. Tu es d'accord avec cette idée ? Alors, je découvre effectivement le monde associatif ou le monde de l'économie solidaire, sociale et solidaire, on dirait comme ça. Donc, quelle est ton analyse par rapport à la réalité ? Alors, je pense que l'Afrique a d'autant plus multiplié les associations d'économie, quand je parle d'industrie associative, il y a beaucoup d'associations, oui, et les lieux de culte. Voilà. Alors, elle a d'autant plus multiplié ces associations-là que vous n'avez pas beaucoup d'entreprises, ni de PME, ni de PMI. Donc, au bout d'un moment, les Africains éprouvent aussi le besoin de s'unir, de se réunir, de travailler ensemble sur des projets. C'est le manque d'industrie PME et GE. Je sais pas, il faudra le vérifier. Qui favorise la création des associations. C'est ce que tu veux dire ? Je pense que les associations, notamment dans le milieu rural, ou les coopératives dans le milieu rural, ou les mutuelles dans le milieu rural, ou les banques coopératives et mutuelles, viennent effectivement compenser une absence d'entreprise du secteur privé, dont on a absolument besoin en Afrique et partout d'ailleurs dans le monde. Et l'idée, c'est pas que l'économie sociale et solidaire vienne remplacer le secteur privé ou suppléer le secteur public, mais au contraire, devenir un acteur qui va travailler avec les autres acteurs qu'il faut aider à se développer, le secteur privé et le secteur public, qui va être beaucoup plus efficace. Aujourd'hui, vous avez un secteur public, des États qui sont puissants, mais en même temps
ne sont pas suffisamment efficaces du point de vue du développement économique et social. Et donc, il va falloir sans doute beaucoup les réformer. Je ne viens pas ici donner des leçons aux États africains. Je viens réfléchir avec eux, d'ailleurs, comment on peut réformer nos sociétés. On a une expérience à faire partager. Il y a des choses bien que vous devez peut-être analyser. Il y a des choses pas bien que nous devons analyser et pour que vous ne fassiez pas la même chose. Vous, en tant que... Et en tant qu'Européens, et nous, on doit vous entendre beaucoup plus parce que vous avez des défis tellement inédits au niveau démographique, au niveau économique, au niveau climatique, que nous pourrons peut-être trouver les solutions ensemble. Vous aurez vos propres solutions, mais en même temps, vous ne pourrez pas non plus tout seul. Donc il faudra nouer des coopérations et des relations différentes avec l'Europe et les autres régions du monde. Oui, Claude, dès l'entame, il est dit que les pays africains sont riches en structures associatives. Et quel est l'état de lieu au niveau de l'Occident, notamment la France dont tu viens, et quelle est la différence entre les deux situations? Alors, comme je le disais tout à l'heure, les associations en France ne sont pas créées, en tout cas pas la majorité, pour créer de l'activité et du développement. Les associations en France se jouent plutôt sur des projets très concrets de défense de droits, de défense d'intérêts dans les quartiers, au niveau d'une ville, au niveau d'une région, au niveau même d'une nation, bien sûr. Nous sommes porteurs des droits de l'homme, en fait, le 14 juillet, tu l'as dit tout à l'heure. Bon, c'est vrai, donc il y a beaucoup d'associations qui défendent les droits de l'homme. D'ailleurs, on défend beaucoup plus les droits en France que les devoirs, entre parenthèses. Et en Afrique, c'est un peu différent. Les associations se créent sur aussi des projets d'activité. Donc ça, c'est une bonne chose. Par contre, il y a beaucoup d'informels en Afrique, y compris dans le milieu associatif africain. Sans doute, il faut garder une part d'informel qui fait la richesse de l'Afrique et qui donne de l'occupation, de l'activité aux jeunes. Mais il faudra peut-être plus légaliser aussi l'économie sociale et solidaire pour que, d'abord, elle puisse participer beaucoup plus à la richesse du pays. Demain, participer à la fiscalité dont on a absolument besoin en Afrique pour construire des infrastructures et développer l'Afrique. Donc déjà la différence, c'est qu'au niveau de la France, les associations, c'est juste pour accompagner les politiques publiques. Non, je dirais pas ça. Non, ça peut venir aussi remplacer des manques quand les entreprises privées trouvent que les activités ne sont pas assez rentables. Par exemple, elles ne se projettent pas, elles ne créent pas d'entreprises dans le secteur en question et les associations se constituent. Et dès que le secteur devient rentable, alors souvent les associations se transforment d'ailleurs en entreprises. Demain, peut-être, pourquoi pas, je n'ai pas suffisamment travaillé ce dossier, mais on pourra peut-être le faire avec les entretiens africains. Les associations africaines sont peut-être porteuses, je ne sais pas, d'un nouveau type de développement en Afrique et pourquoi pas devenir des structures un peu mixtes, publiques, privées, sociale, sociétale, associative, comme vous diriez. Institutions communautaires, chez nous, ça ne nous parle pas, parce que les institutions communautaires, ce n'est pas des associations, c'est la Commission européenne, c'est le Parlement européen, c'est les institutions qui dirigent les communautés, et notamment la communauté européenne. Quand on t'entend parler, tu ne dois pas aimer le terme association. Pourquoi? Alors, moi, je ne suis pas... je n'aime pas le terme, l'idée de s'associer pour défendre uniquement des droits ou pour défendre le social. Je suis plutôt une économiste dans l'âme, on va dire ça comme ça. J'aime créer de l'activité, j'aime créer de la richesse, j'aime participer, j'aime gérer... la valeur ajoutée. Créer de la valeur ajoutée. Ça ne veut pas dire que les associations n'en créent pas. Il y a des associations qui créent de la valeur ajoutée, elles produisent, elles créent des emplois aussi d'ailleurs, elles créent des activités, mais elles ne peuvent pas remplacer le secteur privé et elles ne peuvent pas remplacer la production de richesse. Donc, qui se joue dans l'innovation et l'investissement. On vient de faire un colloque sur l'investissement. Il est bien évident que l'investissement doit se faire dans des réseaux d'infrastructures, dans des activités industrielles, dans des activités de services comme le numérique, par exemple, et que là, l'association ne peut pas, à elle toute seule, évidemment, remplir cette fonction. Il faut créer des entreprises qui sont d'ailleurs les entreprises des communautés
d'hommes et de femmes, des managers, des actionnaires, des salariés, des clients. Donc c'est toute une communauté d'hommes et de femmes qui participent à la création de valeur ajoutée, sans laquelle, je le redis encore une fois, il n'y aura pas de développement durable, ni de développement tout court d'ailleurs, parce que vous n'aurez pas les moyens, si on n'arrive pas à créer ça, de financer les écoles, de financer les routes, de financer les chemins de fer, de financer les infrastructures dont l'Afrique a besoin pour faire vivre et développer ses populations. Merci Claude, mais on continue avec d'autres problématiques, les associations. Pour le moment, nous les appelons telles. En Afrique, mais elles sont là, bien sûr, on travaille avec elles sont nombreuses, oui. Elles font ce qu'elles peuvent, mais pour parvenir à ce que tu es en train de dire, est-ce qu'il n'y a pas lieu qu'elles s'associent en fêtière? C'est une idée que... Oui. Oui, bien sûr, j'entends. D'ailleurs, il existe la fêtière des caisses populaires. Ici, je suis passé devant l'immeuble. C'est une très belle idée. Les caisses populaires sont une banque, en fait. Une banque économique, enfin, j'allais dire pour les pauvres, c'est pas tout à fait juste, parce que même chez nous, les coopératives, comme le crédit coopératif ou le crédit mutuel ou ces banques-là, ne sont pas seulement pour les pauvres. Elles se développent sur plein d'activités différentes. Et en plus, elles ont une gestion, même si... Mais en tant qu'économiste, tu pourrais critiquer cette façon de faire, parce qu'on ne favorise pas l'épargne. Et là, c'est très dangereux. Alors, il faut favoriser l'épargne, bien sûr. Il faut favoriser l'épargne et il faut bien l'utiliser, surtout après. Parce que, quelquefois, on favorise l'épargne, comme dans nos pays, et puis on la place... Si on met l'accent sur le crédit, tu vois ce que ça fait? Mais absolument. Mais chez nous aussi, les banques ne prêtent pas assez. Ni aux particuliers, oui, mais pas aux entreprises. Elles n'investissent pas assez dans l'activité parce qu'elles ne sont pas sur le long terme. Donc, les banques sont toujours dans la rentabilité à court terme de leurs prêts, avec des taux d'intérêt d'ailleurs plus ou moins élevés. En ce moment, les banques sont stressées parce que les taux d'intérêt sont très très bas en Europe. L'économiste que tu es, ça c'est le fort de la BCE, ça découle même de la Banque centrale européenne, absolument, qui a un regard très concentré vers l'inflation. Oui, mais la Banque centrale, on lui a demandé aussi de maintenir les prix, de juguler les déficits, d'acheter de la dette des États. D'ailleurs, elle l'a fait aujourd'hui dans la crise. Donc, elle ne peut pas tout faire, la Banque centrale. Il faudra... Et elle s'est pas mal comportée en Europe. Il faut quand même saluer l'action de Mario Draghi. Mais il faut aussi, parallèlement... On pouvait essayer à l'américaine, où ça marche. Ça marche. Les Américains, évidemment, qui jouent sur la dette extérieure et qui s'enrichissent quoi qu'ils fassent et quoi que nous fassions, pardon, évidemment, on ne peut pas tous être la Fed, mais l'Europe, je pense que la BCE a évité quand même le pire, même si on peut la critiquer, mais c'est facile de critiquer la Banque centrale à qui on demande tout, alors que les États ne font pas ce qu'il faut pour réformer leurs États, pour leur pays et leur structure. On n'a pas de réforme de structure. Si je prends la France, par exemple, ça fait des années qu'on parle de la réforme de l'État et on piétine et on a toujours des dépenses publiques qui sont supérieures. On est le premier. Alors, si on est premier quelque part, tiens, c'est dans la dépense publique en France. Merci Claude. Revenons à notre thème du jour par rapport à nos associations. Tu es pour le regroupement des associations en grande structure ou bien le contraire? Alors, j'allais y venir et puis je me suis un peu évadée. Oui. Mais je suis quelquefois, oui, pour des fédérations d'associations, quand elles travaillent sur les mêmes objets, qu'elles ont besoin d'être mutualisées, de se renforcer, de travailler ensemble. Je suis par contre quand même plus pour des organisations en réseau, c'est-à-dire que chacun puisse garder son autonomie, sa différence, sa diversité, qui font la richesse finalement de leur union ou de leur unité. Et en tout cas, pour ce qui concerne les entretiens eurafricains, puisque nous en avons en Europe et nous voulons les créer en Afrique, je ne serai pas pour fédérer des associations avec les sociétés existantes sur cet objet-là. Je suis pour, au contraire, créer un network, un réseau associatif. Qu'est-ce que tu penses de ceux-là qui ont cette opinion selon laquelle tout ce qu'on organise en réseautage, en corporation, c'est pour cacher une certaine faiblesse, pour dire que quand on se... Au contraire, l'organisation en réseau, c'est une richesse extraordinaire. D'abord parce que ça nous oblige à vivre, à se développer chacun.
d'entre nous, chaque membre du réseau doit pouvoir se développer pour exister. C'est une espèce d'émulation. Et ensuite, nous pouvons travailler en synergie dans le réseau pour promouvoir des analyses, des propositions, des actions communes, de la réflexion. Alors évidemment, si nous pensons qu'il faut fédérer des acteurs pour être plus forts dans certaines situations, il faut examiner finalement chaque situation. Il y a des situations qui exigent une fédération d'associations, mais attention au centralisme. Toute fédération amène le centralisme et on risque après de faire du top-down plutôt que de faire du bottom-up, comme on dit. Et alors que le réseau, on est obligé de travailler à égalité, encore faut-il être bon, donc on est obligé d'être meilleur, toujours meilleur, et puis de promouvoir un débat, des échanges, des rencontres, des débats même qui peuvent être conflictuels, pourvu que ça ne se fasse pas dans le conflit, évidemment, ni dans la guerre. Donc on doit pouvoir parler de tout ce qui fâche sans se fâcher, pour trouver les bonnes solutions. Et quand nous sommes si différents entre des chefs d'entreprise, par exemple, du secteur de l'énergie, avec des femmes du milieu rural du secteur de l'agroalimentaire ou avec des enseignants d'une école professionnelle, je ne vise personne en particulier, ou avec... Alors, il faut qu'on puisse poser les mêmes questions. Il faut travailler déjà sur des questions communes. Et ça prend un temps fou. Nous avons organisé les entretiens africains à Ouagadougou. On a mis 1 an et demi pour préparer le colloque parce que nous avons voulu réunir une diversité d'acteurs sur le même type de questions concernant l'investissement. Et nous nous sommes aperçus que l'investissement, ce n'était pas seulement une question de financement, mais c'était une question de valoriser des projets, encore faut-il qu'ils existent, et que pour les former, ces projets, il fallait des hommes compétents, des gens formés. Donc on avait des problèmes d'éducation, de formation, notamment de formation professionnelle, et nous avions besoin d'un marché organisé qui favorise l'émergence de projets. Or ici, les marchés, ils ne sont pas bien organisés, il n'y a pas de droit foncier, le droit des affaires émerge avec le droit WADA, mais n'est pas encore complètement assumé. Il y a des problèmes d'union douanière, il y a des problèmes de fiscalité. Bref, vous avez encore, nous aussi, des problèmes qu'on n'a pas fini de régler. Et attention, vous qui êtes en train de construire une intégration régionale au niveau de l'Ouest, voilà, de ne pas trop valoriser la place des États dans cette union, parce que comme en Europe, une fois que les États sont formés, sont lourds à changer, à transformer, et ils ne veulent pas partager leur souveraineté. Donc c'est notre faiblesse en même temps, parce que nous avons essayé avec la monnaie, d'ailleurs. Félicitations, quand même, on peut souligner au passage la création monétaire, y compris chez nous, mais après, nous ne voulons pas partager un budget, ou alors I want my money back, comme on dit, je mets des sous mais je veux qu'ils me reviennent, alors que la solidarité, c'est pas ça. Je mets des sous et j'essaie de penser donc des politiques qui favorisent tout le monde. C'est un assemblage, ce n'est pas une solidarité. Voilà, alors... Oui, alors il y a des choses qui se mettent en place, il y a des institutions communes, il y a une monnaie commune, mais les politiques économiques et monétaires et budgétaires sont trop faibles, effectivement, elles n'accompagnent pas la monnaie, et il faudrait créer, comme dirait Kako Nububko, d'ailleurs vous avez un excellent économiste prospectiviste togolais, qui est d'ailleurs à Paris maintenant, il faudrait créer des fonds structurels un peu à l'image de l'Europe en Afrique, mais aussi des fonds de productivité, ça c'est très original, c'est-à-dire ce sont des fonds qui vont dans l'investissement industriel et productif, ou même de services, des grands services industriels. Merci Claude. Ça, c'est une question qui te concerne directement. Tu cours actuellement pour mettre en place une structure communautaire. Je continue avec mon terme. Il me plaît bien. Voilà, au profit des pays africains, alors que tu es déjà même directrice de l'ASCP et en même temps présidente de Confrontation Europe. Parle-nous de ces deux d'abord, avant de parler de celle que tu es en train de créer. Alors, je ne suis plus présidente de Confrontation Europe. Okay. Voilà, ça fait 2 ans que nous avons passé le relais à une nouvelle équipe avec un monsieur qui s'appelle Marcel Grignard. Philippe Herzog est resté, bien sûr, le président fondateur, puisqu'il avait fondé cette association avec Michel Rocard, d'ailleurs, dont je salue la mémoire ici, qui a été un très grand ami de Philippe et de moi. Et nous avons
conduit cette association justement avec le souci de créer un réseau européen ouvert d'ailleurs sur les autres régions du monde. Ça, c'est la confrontation Europe. Confrontation Europe. On l'a créée en 91 et on l'a emmené là jusqu'en 2014, au moment où moi j'ai quitté la présidence. Mais Philippe avait été président pendant 17 ans. Moi, j'ai été présidente 5 ans et on a voulu pérenniser l'association en passant le relais. Parallèlement à ça, j'avais une petite société qui s'appelle ASCPE, donc acteur de la société civile pour la participation à l'Europe. Voilà, qui travaille beaucoup sur les enjeux énergétiques, car je pense que l'énergie est au cœur du développement durable et il doit devenir d'ailleurs un facteur de pacification des conflits plutôt que d'être cause de tensions et de guerres. Donc c'est un sujet qui m'intéresse. En plus, je fais un focus sur la place du nucléaire dans le mix énergétique. Mais j'avais créé avec Confrontation d'ailleurs un groupe UE Afrique, comme j'ai expliqué tout à l'heure, et je l'ai développé avec ma petite société et c'est devenu un réseau. Nous sommes partis à 60. Nous sommes 1600 maintenant 1600. Au niveau de ASCPE dans ce groupe UE Afrique. Et nous voulions comprendre les relations Europe-Afrique avec les Africains. Il est hors de question qu'on pense les nouvelles relations sans les Africains. Il faut sortir des relations qu'on avait eues par le passé. Donc on est venu en Afrique. Je suis venu à Ouagadougou, j'ai fait des réunions. On est allé à Abidjan, on est allé à Dakar. Et on a compris que l'Afrique devait se rassembler, devenir plus communautaire à cette échelle. Et on a décidé de créer, alors cette fois-ci ce sera une association des Africains dans les entretiens eurafricains pour participer au dialogue et aux échanges sur les nouvelles relations Europe-Afrique. Et ça, c'est la deuxième structure. Et la troisième, qui est un projet. Alors, la deuxième structure... Confrontation ASCPE, c'est une structure, mais les entretiens européens, c'est une plateforme. C'est une plateforme. C'est déjà une plateforme. Et le projet... On va le créer ici à Ouagadougou pour toute l'Afrique de l'Ouest. C'est une association. Enfin, ça va prendre la forme d'une association. Qui aura quelle couleur qui aura statut burkinabé. Et quelles sont les cibles? Alors, ce sera une association de statut burkinabé, mais à vocation régionale, qui va rassembler des acteurs... Ça veut dire que c'est la loi burkinabé qui va régir, qui va s'appliquer, bien sûr, puisque les locaux seront ici, à Ouagadougou, et on y tient. On ne veut pas aller comme tout le monde à Abidjan, même si on aime bien Abidjan. On veut rester à Ouagadougou, parce que vous êtes au cœur, en plus, de l'Afrique. Il faut que ça rayonne autour et que les autres Africains viennent aussi au Burkina Faso, d'autant qu'il y a des atouts culturels et humains extraordinaires. Et nous voulons travailler avec les autres Africains, les Ivoiriens, les Sénégalais, et même les Ghanéens d'ailleurs, qui ne sont pas francophones, ou les Maliens, sur l'avenir de l'Afrique de l'Ouest en Afrique. Donc ça, c'est très important pour nous. Et nous allons créer cette structure qui va travailler d'abord sur l'intégration régionale. L'intégration régionale. On aura un premier débat au début octobre sur cette question. Deuxième défi, évidemment, ou premier, comme vous voulez, c'est les jeunes. La formation, l'éducation, l'alphabétisation des femmes. Donc, on aura aussi une conférence à Abidjan sur ce thème avant l'hiver. Et puis, la troisième défi, c'est la place justement des femmes et des jeunes en société. Et ces conférences vont venir alimenter l'organisation des entretiens eurafricains qui prennent la forme d'un colloque annuel. Le premier a eu lieu à Ouagadougou avec 500 personnes, tu y étais Nelson, au mois de février. Le deuxième aura lieu en mars à Paris. Et là, nous, les Européens, nous sommes venus en Afrique. On voudrait que les Africains viennent en Europe pour continuer le débat sur le lien de l'investissement et du développement aux politiques donc, si je comprends publiques, bien, économiques et monétaires. La rencontre de la Côte d'Ivoire va s'intéresser au capital humain. C'est ça. Et celle du Mali va concerner... les femmes, les jeunes. Alors ça se recoupe, toutes ces choses-là, mais plus l'activité pour l'insertion de ces populations-là dans la société. Et on va inviter les gens qui auront participé à cette conférence au colloque de Paris qui va avoir lieu, lui, dans la suite des entretiens de Ouaga, sur les conditions politiques, économiques et monétaires de l'investissement. Et oui, mais quand on veut connaître le dénominateur commun entre les deux structures, c'est lequel? Ce serait le développement durable, la prospérité, la fraternité. La fraternité. Voilà. Ce serait travailler ensemble dans un monde difficile et même dangereux et développer le débat et le dialogue.
ce serait aussi, pourquoi pas, rapprocher, mieux se connaître, s'aimer. Hein, donc, il y a beaucoup de dénominateurs communs, mais après, nous avons quand même un axe de travail, c'est l'économie politique. Vous voudriez en faire un outil d'aide de décision pour les dirigeants? Oui, on est ambitieux, on est prétentieux. Oui, on a besoin de sortir avec des recommandations qu'on peut soumettre à nos dirigeants, à eux après de savoir s'ils vont l'appliquer ou pas, ou à nous de nous impliquer dans l'action politique pour les mettre en pratique. Et nous avons des propositions tant au niveau économique, social que culturel. La culture est un très gros dossier. Il faut savoir que les industries culturelles en Europe, c'est le deuxième secteur économique avant l'automobile, hein, donc vous avez aussi des potentiels ici. En la matière. Et nous avons créé à Paris une semaine nord-africaine au cinéma. Nous sommes rentrés dans le réseau des cinémas Vue d'Afrique de Montréal. J'ai fait connaissance avec Arjuma Soma de FESPACO à Montréal et nous avons décidé aussi de développer le cinéma en Afrique de l'Ouest et de soutenir tous les cinéastes qui se battent pour le cinéma en Afrique. Le FESPACO est déjà un grand festival, mais Quintessence au Bénin, c'est un cinéma itinérant parce qu'il n'y a pas une seule salle au Bénin de cinéma. Le Ciné Gimbi, à Bobo Dioulasso, où on se bat pour la réouverture de la salle. Le projet à quel niveau, présentement? Alors, pour l'instant, on a fait connaître dans nos publications, on a acheté des fauteuils à Bernie Goldblatt, on l'a fait venir à Ouagadougou pour parler, il est venu à Paris, et lors de la semaine nord-africaine, on a eu une soirée burkinabé avec l'ambassadeur de Burkina à Paris, et nous avions le Ciné Gimbi qui a présenté son projet. Claude, connaissant l'univers de la société civile en Afrique, et là je dirais même connaissant plus ou moins la problématique africaine de la société civile, quelles précautions auriez-vous prises pour éviter de tomber dans les mêmes travers? Je pense que les associations doivent... La qualité des hommes qui doivent animer la chose. Oui, mais déjà il y a un problème de projet lui-même, c'est-à-dire on s'associe pour quoi faire. Ça, c'est déjà important. La deuxième chose, c'est que tous les projets ont une dimension politique au sens bon du terme, hein, c'est-à-dire participation à la vie de la cité. On pourrait prendre un peu la définition grecque du terme. Et donc, il faut c'est la démocratie. La démocratie, mais c'est ça la vie associative. Ça fait partie de la démocratie. Ce n'est qu'une partie, mais ça en fait partie. Il ne faut pas laisser la démocratie aux hommes politiques seulement, hein, on est bien d'accord. On doit s'impliquer, tout le monde, et il faut l'assumer. Or, quand vous dites maintenant politique, alors en tout cas en France, je ne fais pas de politique, comme si c'était l'horreur. Je ne fais pas d'économie, l'horreur économique. Comme si la politique était la peste. Voilà, alors que la politique, au contraire, c'est l'organisation de la vie de la cité, c'est la gestion de la vie en communauté, c'est l'organisation de la société. Elle est noble, vraiment. Voilà, donc c'est au contraire, il faut faire aimer la politique aux jeunes, les faire s'engager, mais alors pas s'engager pour seulement avoir des places et les élus dans des territoires ou dans un gouvernement, c'est pas seulement ça, mais c'est au contraire de participer au choix collectif d'un pays et de pouvoir après les mettre en œuvre et de les évaluer parce que ça marche pas toujours. Et il faut donc non pas changer de gouvernement, à chaque fois ça ne marche pas, mais il faut essayer de changer les politiques, ce qui est quand même un peu mieux, un peu plus efficace. Les politiques en tant que dirigeants. Alors, les dirigeants politiques, ils ont le courage déjà d'assumer la direction, mais il ne faut pas qu'ils restent tout seuls dans leur tour d'ivoire, là-haut. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs à Roch... à son excellence. Non, voilà, je l'ai rencontré à Bruxelles, je suis en photo avec lui, parce que je lui ai dit, c'est très très bien de changer, d'être en transition démocratique, c'est formidable ce que vous avez fait, mais ce n'est que le tout début. Il va falloir maintenant impliquer les sociétés pour qu'elles participent elles-mêmes au changement. Et c'est ce qu'il y a de plus dur. En réalité. Et si l'économie était une panacée pour le développement, le Burkina serait bien parti. Nous avons un président économiste, un premier ministre économiste, une femme économiste, ministre économique.
on en a plus de 80% du gouvernement. Écoutez, c'est pas mal, hein, parce que nous, nos présidents de la République, Mitterrand n'était pas économiste du tout. C'était d'ailleurs le grand dame de Michel Rocard qui disait il ne comprend pas toujours l'économie, il a d'autres qualités par ailleurs. Prenait-il soin d'ajouter, mais il n'est pas économiste. Mais le système français semble avoir mis en place un cadre pour initier pratiquement tous les politiques en économie par l'ENA. Alors l'ENA, c'est pas du tout une école d'économie, c'est une école d'administration, donc c'est pas du tout la même chose. L'économie... Oui, mais l'ENA forme des concepteurs interministériels, oui, mais elle forme des administrations, c'est bien ce que je dis, ou des responsables administratifs, ou des hommes politiques qui ne connaissent pas obligatoirement l'économie, donc ni l'industrie. D'ailleurs. Et donc ça c'est un drame. Et pour vous dire la vérité, on n'est pas tellement... ou on réforme l'ENA ou on supprime cette grande école. C'est très dur. Pour ceux qui m'entendent, ils vont me haïr, mais c'est pas grave. Les énarques en tout cas vont me haïr. Mais on est quand même aussi pour revaloriser la technique, l'ingénierie. Nous perdons du point de vue des grandes écoles de formation des ingénieurs et des cadres dirigeants. Donc il faut former des écoles. Il faut créer des écoles d'ingénierie management, un peu à l'image de 2IE. Vous avez une école assez exceptionnelle, d'ailleurs, ici. Vous formez des ingénieurs managers. Nous, les ingénieurs sont ingénieurs. Les managers, c'est un autre métier. Alors qu'il faudrait quand même pouvoir réarticuler, décloisonner les métiers pour avoir un métier un peu plus global avec des gens qui comprennent aussi bien l'économie que l'industrie, que le management. Mais toi, tu connais les deux situations. Quelle est la différence, par exemple, entre l'école que dirige Joachim Broumer, l'école des ingénieurs de Paris, oui, et les DGE au Burkina? Alors, l'EIVP, c'est l'école des ingénieurs de la ville de Paris, forme des ingénieurs, effectivement. Ils viennent de nouer, d'ailleurs, un partenariat avec 2IE, parce qu'ils sont associés à la création d'un quartier à Diebougou. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler ici. Oui. Et c'est avec l'école... Pour l'électricité. Pas seulement, non, autour d'une église qui sera d'ailleurs une salle polyvalente. Ils sont en train de créer une école, une mairie décentralisée, une coopérative. Donc c'est vraiment un très très beau projet. On le soutient d'ailleurs, ça aussi on le fait connaître. Et les socles ici, c'est les associations. Voilà, oui, mais ils ont besoin de travailler avec les écoles, ils ont besoin de travailler avec des architectes, hein, mais aussi avec des ingénieurs, parce que le tout à l'égout, l'arrivée électrique, ça se fait pas seulement sur le papier. Hein, il faut ensuite des ouvriers, des techniciens, des ingénieurs sur le terrain pour construire, pour réaliser les travaux. Donc, on manque quand même, et on a de moins en moins, il faut le dire, d'ingénieurs en France aussi. On ne les forme plus, les élèves ne sont pas intéressés dans ces métiers-là, ils sont intéressés vers les métiers administratifs, fonctions publiques, des métiers sociaux, sociologues, psychologues. Bon, une fois qu'on en a un peu, c'est bien, en plus il faut qu'ils soient bons, hein. Et puis après on change et on forme d'autres travailleurs qui sont utiles pour le pays et le développement du pays. Et puis, nous avons besoin d'aller à l'exportation. Donc nous devons être beaucoup plus compétitifs, la France. Or, nous ne sortons pas assez, nous n'allons pas assez à l'exportation. Et pour aller à l'exportation, il faut aimer sortir de son pays, mais aussi exporter quelque chose. Donc des technologies, de l'innovation, des savoir-faire, des compétences. Nous pourrions retrouver là un grand pays industriel. Il faut savoir que l'industrie en France, c'est plus que 9% du PIB aujourd'hui. Donc c'est dramatique. Merci Claude. Est-ce que tu peux maintenant répondre à notre thématique du jour, qui est quel type d'association pour le développement africain? Alors, j'espère que j'ai convaincu que les associations, comme la mienne en tout cas, peuvent se mêler d'économie et de politique. Parce que pour moi, c'est ça, la vie associative ou la vie politique, c'est on s'unit, on n'est pas pareil, mais on se rassemble pour participer à la réflexion et à l'action. Donc, au niveau africain, il y aura encore le développement associatif, et d'ailleurs, évidemment, il le faut. Il faut peut-être plus aussi tourner les jeunes vers la création d'entreprises privées avec des activités. L'entrepreneuriat est à la mode en Afrique et je trouve que c'est vraiment excellent. Après, il va falloir qu'ils trouvent évidemment les moyens de développer leurs entreprises. C'est compliqué. Et il faudra créer des structures financières pour ça aussi et des fonds d'investissement. Mais il y a beaucoup de possibilités, beaucoup de besoins. Et il faudra travailler
entre ces différents acteurs-là, moi, dans mon réseau associatif, j'ai des entreprises, j'ai des écoles, j'ai bien sûr des territoires, j'ai des institutions, j'ai des juristes, j'ai des économistes. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir des réseaux, des plateformes. Et par là, tu mobilises facilement les ressources. Alors, je mobilise des ressources parce que moi, je ne sais pas tout faire. Et donc, quand j'ai besoin de parler de la banque, rien ne vaut un banquier pour parler de la banque. C'est son métier. Par contre, les questions que j'ai envie de poser à la banque, lui, il n'a pas obligatoirement les mêmes que moi. Donc, on travaille des questions pour les banquiers qui vont nous répondre comme banquiers parce qu'ils connaissent très bien le métier de l'intérieur. Oui, ce qui fait le manque d'impact des associations africaines, c'est le problème financier. Alors, le problème financier est un gros problème partout. Non, mais quand on regarde les entretiens euro-africains qui se sont tenus à Ouagadougou en février, passé, comment vous avez pu mobiliser tout cet argent-là pour... Alors, ça n'a pas coûté cher, parce qu'il y a eu beaucoup de bénévolat, il y a eu beaucoup de participation différenciée, il y avait une trentaine de partenaires pour le colloque, et chacun a mis un petit quelque chose, chacun a mis la main à sa poche, si j'ose dire. La CCI a payé le buffet, la 2IE a mis la salle à notre disposition, ils ont payé les enregistrements, nous on a payé des voyages, on a mobilisé des fonds d'entreprise, avec plusieurs entreprises africaines d'ailleurs, comme même Ecobank a participé, mais aussi des entreprises françaises comme Schneider Electric, comme Eiffage, comme Engie. Ils n'ont pas donné beaucoup d'argent, mais tout le monde a donné un petit quelque chose. Et même l'INSTEC à Abidjan a mis aussi la main à la pâte. Et personne n'a demandé qu'on lui paye son intervention ou son déplacement. Ce qui fait qu'effectivement, le colloque, qui était quand même un très gros événement, a coûté relativement pas cher. Et on a demandé une petite participation à chaque participant. Même les étudiants, ils ont donné 5 000 francs ou 10 000 francs. Il n'y a pas de raison. Le travail, ça se paye. C'est pas gratuit. Et donc, c'est un gros investissement humain. Et il faut pouvoir le récompenser. Et là, on n'a pas touché d'argent, bien sûr, mais on a pu organiser le débat à Ouagadougou. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on crée les entretiens africains. C'est tout de même des secrets qu'il faut divulguer pour les autres. Alors, c'est des secrets, c'est surtout beaucoup d'investissement. Qu'est-ce qu'il faut faire Alors, il faut se réunir, il faut s'organiser, il faut avoir un projet, il faut mobiliser des gens qui vont nous aider à trouver les moyens financiers. Par exemple, sur Ouagadougou, il y a des acteurs Tu le fais facilement parce que tu es naturellement économiste. Non, c'est pas parce que je suis économiste, c'est parce que je suis une femme politique, engagée, qui aime rassembler... Qui a un carnet d'adresses. Alors, ça se construit. Ça se construit. Tiens, je vais prendre un exemple tout bête. Quand on a créé les entretiens africains à Ouagadougou, nous avions plusieurs entreprises africaines, comme Ecobank, comme la Sonar, comme Airtel, et d'autres. Et j'ai rencontré depuis Apollinaire Compaoré, Télécel. Et il me dit, mais comment ça se fait que moi, je n'ai pas été invité à ce colloque? Je lui dis, mais je ne vous connaissais pas, tout bêtement. Voilà, je ne connaissais pas non plus la Sonabel. Je connais pas. Donc, depuis, j'ai rattrapé le temps perdu, si j'ose dire. Je suis allée les voir, je les ai rencontrés. J'ai organisé une réunion hier matin à Ouagadougou pour mettre en place les entretiens africains au Burkina Faso au mois d'octobre. Il y a des gens qui sont venus, la SOMAP, par exemple, je ne les connaissais pas non plus. Donc, c'est comme ça qu'on crée un carnet d'adresses. D'abord, on les crée en allant les voir, de bouche à oreille. Et puis, par exemple, la CCI a tout un réseau que je ne connais pas. 2IE a tout un réseau que je ne connais pas. Ils l'ont mis à ma disposition. Moi, j'ai un réseau que eux ne connaissent pas. Je l'ai mis à leur disposition. Et on est en train de créer comme ça un réseau ça avec... tisse comme une toile. Voilà. Et mon ambition, c'est d'avoir 2000 personnes dans l'association régionale avec le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Ghana, le Mali. Alors, il y en a qui m'ont dit, oui, mais pourquoi pas le Togo? Et pourquoi pas le Bénin? Et pourquoi pas le Niger? Et pourquoi pas... Eh bien, bienvenue. Si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Au départ, vous venez individuellement. Après, on viendra avec des structures. Et je peux vous dire que pour les entretiens africains du mois d'octobre, qu'on va créer ici, nous avons des institutions maliennes comme l'API du Mali. On a l'API du Burkina Faso déjà qui en est membre, qui ont envie de s'investir et de venir. Donc on est très content de ça. Alors pourquoi ça marche? C'est pas seulement parce que je suis bonne, c'est parce que ça répond à un besoin. Ça répond à un besoin de créer des espaces publics de débat au Burkina Faso qui n'en a pas assez, ou en Afrique.
de l'Ouest. On a souvent des grands rassemblements très utiles où il y a beaucoup d'informations, mais ça reste souvent des grands messes avec les grands dirigeants. Les gens n'ont pas accès au travail commun. Nous, on essaye, mais bon, c'est difficile aussi, attention, hein, de créer des rassemblements où vont se côtoyer l'un à côté de l'autre, l'étudiant, le journaliste, la femme du milieu rural. Petite histoire, Bintou Diallo ne m'en voudra pas de raconter ça. Quand elle est venue au colloque de Ouagadougou, elle est arrivée un petit peu en retard. Bon, ça, c'était pas du tout de son fait, mais c'était pas l'heure de son intervention non plus. Et elle était surprise par le monde. Mais elle a été encore plus surprise par le fait qu'il n'y avait pas de place réservée pour les invités. Donc, elle a dû s'asseoir à côté, dans la salle. Et elle était assise entre une femme du milieu rural et un étudiant. Et elle m'a dit, c'était formidable. Extraordinaire. Donc du coup, elle s'est rapprochée. Il faut briser les barrières. Il faut briser les barrières. Et l'étudiant qui se retrouve assis à côté d'Idrissa Nassa, il est content. Et Idrissa Nassa qui se retrouve assis... Le patron de Coris Bank, il était là aussi. Oui. Et le patron, comme Félix Bigpo d'AGF, de Nairobi, qui était là et qui se retrouve assis à côté d'un étudiant de 2IE, il est content. Donc nous, on essaye comme ça de briser des tabous, des barrières, des responsabilités. Et tout le monde est important dans la société. Celui qui dirige la banque, il est très important. Mais celui qui met son argent à la banque aussi. Hein. Donc, il l'est aussi. Donc il faut vraiment qu'on compte chacun pour un. On n'a pas les mêmes responsabilités. On ne va pas demander la même chose à tout le monde. C'est évident. Il y en a qui ont plus de responsabilités que d'autres, et ceux qui ont des fonctions électives, ceux-là, ils ont aussi plus de responsabilités que les autres, mais pas seulement. Il ne faut pas confier toutes nos responsabilités à des élites. Il faut participer. Et quand on n'est pas content, eh bien, on participe. Hein, il ne suffit pas de dire « ils sont nuls », et puis rien faire. Il faut essayer de faire aussi. Et toujours quand on critique la gestion d'un gouvernement, dire « et moi, si j'étais à la gestion, qu'est-ce que je ferais ?» Voilà, ça, ce serait quand même assez intéressant de savoir ce que feraient les jeunes, par exemple, ou les femmes, si c'est elles qui géraient. Ça, ce serait des bonnes questions à poser à nos citoyens. Merci Claude. Dans tout ce que tu dis, je les appelle des entrepreneurs sociaux. Toi, tu es une entrepreneur sociale. Oui, ils font ce qu'ils peuvent, ils jouent leur rôle, mais tout de même, est-ce que tu ne penses pas que nos dirigeants ont leur partition aussi à jouer pour donner du contenu aux associations? Alors, c'est ce que je viens de dire. Les dirigeants, bon, d'abord, il faut qu'ils les soutiennent, peut-être un peu plus. Il faut qu'ils favorisent leur développement. Alors, bien sûr, pas s'associer pour s'associer et faire n'importe quoi, ça c'est évident, mais ça dépend des associations. Et on devrait avoir beaucoup plus une réflexion sur la place de la vie associative ou des mouvements civiques comme ceux que j'ai parlé dans le débat démocratique. Si nous n'avons plus les associations ou les partis ou même les syndicats qui sont des associations... Non, c'est d'ailleurs même des vestibules... de la formation politique. Mais tout à fait, absolument. Alors, mais ça n'intéresse pas toujours nos dirigeants de former des jeunes politiques, hein, il faut quand même le dire. Hein. Bon, mais parce que ça prend de la place. Hein. Une fois qu'on a envie, on joue des coudes et puis on peut les remplacer. Ça, ils n'aiment pas trop. Mais il faut former les jeunes. Il faut former les jeunes à la politique, à l'école, à l'université, dans les quartiers. Ça, c'est compliqué. Les gouvernements doivent s'ouvrir à la société beaucoup plus et ouvrir leurs institutions et leur permettre de travailler. Ce n'est pas vrai qu'en Afrique, le problème. Hein. Moi, j'ai un mal fou à me faire soutenir par le gouvernement. J'ai un mal fou à me faire soutenir par l'Union européenne. Ils trouvent formidable ce que je fais. Chaque fois que je viens les voir, c'est formidable. Mais après, ne me demandez pas d'argent, je n'en ai pas. Alors, oui, mais alors, d'accord. Alors, comment on fait ? Donc, comment on finance la vie démocratique ? Ça, c'est une réflexion pour les entretiens euro-africains, si tu en es d'accord, Nelson. Merci, Claude. Nous sommes à la fin de notre émission. Ton dernier mot ? Ben, mon dernier mot, c'est que je me réjouis d'être ici nous avons fait une réunion hier matin pour mettre en place les entretiens euro-africains. Ils auront lieu début octobre. La création aura lieu début octobre. Nous offrirons, donc nous élirons un conseil d'administration, un bureau sur la base d'objectifs. On votera des statuts et puis nous offrirons à cette occasion une conférence à toute la population, si elle en a envie de venir, sur l'intégration régionale, avec les gens du Burkina, mais aussi avec les gens de l'UMOA, la CEDEAO, la Banque Ouest-Africaine de Développement et
les institutions européennes, comme l'Union européenne, mais aussi des acteurs de la société qui ont besoin de régions. Je pense aux acteurs de l'énergie qui ont besoin de réseaux électriques. Je pense aux acteurs de l'agriculture qui ont besoin aussi de politiques régionales. Je pense aux jeunes qui ont besoin de mobilité et qui ont besoin de se former dans des écoles panafricaines régionales. Donc voilà, nous aurons un débat de ce type début octobre. Merci. Nous sommes à la fin de notre numéro de ce jour qui était consacré à la vie de nos associations. Et nous recevons, je le répète, Claude Fischer-Herzog, directrice de AISCPE. C'est difficile à dire. Voilà. Pas qu'on sait, ça va. Voilà les entretiens européens et euro-africains. Merci à vous qui avez pris beaucoup de patience pour le suivre. Il en fallait pour m'écouter, j'ai bien compris. Voilà, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec un autre numéro. En attendant, portez-vous bien.